Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte. Je vous raconte une affaire criminelle de juin 2002, l'assassinat de celle qu'on a appelée la postière de Rodez, Elisabeth Alem. Un crime, vous le verrez, commis en famille. Une histoire stupéfiante que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. C'est l'histoire d'une postière de Rodez dans l'Aveyron, qui un matin de juin 2002, le 13 juin, manque à l'appel. Elle s'appelle Elisabeth Alem, elle est la responsable du service immobilier de la Banque Postale. Elle arrive toujours à l'heure, toujours. Et ce matin, 10h, elle n'est pas là. 11h, elle n'est pas là. Midi, toujours pas d'Elisabeth. Ses collègues commencent sérieusement à s'inquiéter. La secrétaire l'appelle. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Et comme elle n'a pas de réponse, elle appelle ses filles. Elles n'ont pas de nouvelles non plus. Et elles sont inquiètes, elles aussi. Je comprends pas. Je passais le bac ce matin. La première épreuve, maman aurait dû m'appeler pour savoir comment ça s'est passé. Je suis inquiète. Alors en milieu d'après-midi, la secrétaire de plus en plus inquiète prend l'initiative de prévenir la police. Elle appelle le commissariat de Villefranche de Rouergue où habite Elisabeth. Et la soirée passe. Et la nuit aussi, toujours aucune nouvelle. Le lendemain, ça fait 24 heures qu'elle a disparu. Et les policiers commencent à prendre l'affaire très au sérieux. Ils tentent de localiser son portable. Mais comme il est éteint, ça ne donne rien. Ensuite, ils regardent son compte en banque. Aucun retrait, aucun paiement depuis 24 heures. Les filles font alors une suggestion. Maman conduit comme un pied. Mais elle est vraiment pas douée au volant. Même un créneau y arrive pas, vous voyez. Je me dis qu'elle a peut-être eu un accident. Entre chez elle à Villefranche et Rodez où elle travaille, il y a 50 kilomètres. Et c'est vrai, certains tronçons sont dangereux. Et donc la police d'un côté et deux collègues de la poste de l'autre se mettent à arpenter la route, dans un sens, dans l'autre, en cherchant la voiture du regard dans les ravins des deux côtés. C'est une voiture de fonction de la poste, une Clio jaune. Si elle a eu un accident, on devrait la voir. Rien. Alors la police mobilise un hélicoptère qui refait le trajet aller-retour. Toujours rien. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la vie privée d'Elisabeth qui puisse expliquer cette disparition soudaine? Les policiers se posent évidemment la question. La réponse est assez banale. Elle est séparée de son mari et en instance de divorce. Bon, à Villefranche de Rouergue, elle vit avec ses deux filles et son fils aîné Adrien, 22 ans, qui est étudiant et qui habite dans le même immeuble, mais juste au-dessus. Le père des enfants, Mehdi Alem, habite lui aussi la commune, à quelques rues. Dites-moi, mademoiselle, est-ce que depuis la séparation, votre mère avait une relation, quelqu'un d'autre? Ah non, aucune. Vous l'avez vue hier matin? Oui. Elle s'est levée en même temps que nous, à 6 heures. On a pris notre petit déjeuner ensemble. Elle avait l'air soucieuse? Non. Non, elle avait l'air normale. À quelle heure est-elle partie? 7h30. Le fils, Adrien, n'a pas exactement la même version. Moi, je l'ai croisé dans l'escalier hier matin, oui. Elle partait au travail. À quelle heure? 8h30. Le père, lui aussi, est interrogé. Et lui l'a vu encore plus tard. On avait rendez-vous à 9h. Pour régler 2-3 trucs concernant notre séparation. Et ça a duré combien de temps, monsieur? 10 minutes, pas plus. Et à 9h15, je l'ai vu monter dans sa voiture et prendre la route de Rodez. 3 témoignages, 3 versions. Ce qui nous amène du côté de la famille, non?
4 jours après la disparition, la procureure de la République de Rodez décide de retirer l'enquête à la police, ne me demandez pas pourquoi, et de la confier aux gendarmes, à la brigade de recherche. Et la première chose que font les gendarmes, c'est de lancer un appel à témoins dans les journaux locaux. Et c'est payant. Gendarmerie de Rodez, j'écoute. Oui, bonjour. Je vous appelle au sujet de l'appel à témoins, là. La voiture jaune de la poste. Je sais où elle est. D'accord. Et où est-elle, monsieur? Elle est à Toulouse, devant la gare Matabio. C'est pas la porte à côté, ça. Toulouse est à 130 km de Villefranche de Rouergue et à 150 km de Rodez. Les gendarmes vont sur place, la Clio est correctement garée, elle est fermée à clé, ils font venir les TIC, les experts de la scientifique, ils passent la voiture au peigne fin, ils ne trouvent que les empreintes d'Elisabeth. Dans la foulée, les gendarmes fouillent son appartement. Ils n'y trouvent rien qui puisse orienter leurs recherches. Alors ils se mettent à faire l'entourage, comme on dit, en commençant par les collègues de la Poste. Elisabeth avait, je vais vous dire la vérité, des soucis avec Adrien, son fils aîné. Des soucis, vous dites. Mais encore? Disons qu'il s'accrochait souvent, quoi. C'est pas un gamin facile, Adrien. Depuis la séparation avec Mehdi, il était un peu tiraillé, c'était pas facile. Et quels étaient les sujets de friction, vous le savez, madame? Mais par exemple, il voulait arrêter ses études et Elisabeth voulait qu'il continue. Et les gendarmes découvrent au passage que le divorce est beaucoup plus compliqué que ne le dit le mari. Depuis des mois, ils ne se parlent plus que par avocat. Il y a autre chose de bizarre concernant le mari, Mehdi Alem. Il s'est présenté aux policiers en disant qu'il était expert comptable et professeur d'économie. Il a même ajouté qu'il était penseur, genre philosophe, quoi. Eh bien, la vérité, c'est qu'il est surtout penseur. Il ne glande rien de la journée. Et pas depuis hier, Il n'a jamais travaillé. Jamais. Ça n'est pas interdit, Mais ça attire l'attention. Un glandeur. Donc, si on résume, conflit avec son mari et conflit avec son fils. Les gendarmes décident de les placer tous les deux sur écoute. Et là, c'est stupéfiant. Voilà un homme dont la femme a disparu et un fils dont la mère a disparu. Ils n'en parlent jamais, ou si peu. En tout cas, ils n'ont pas l'air du tout inquiets. Et ce qui les obsède, ce sont les avancées de l'enquête. Avec mes sœurs, ils m'ont super interrogé sur toi, papa. Sur la façon dont tu gagnais de l'argent, des trucs comme ça, quoi. Sur les rapports qu'elle avait avec toi, qu'elle avait avec moi. Ah bon? Moi, je pense qu'ils cherchent à entourer, à regarder comment, à cerner des trucs affectifs, tu vois. Et donc, confortés dans l'idée que le père et le fils ne sont pas nets, les gendarmes étudient leur téléphonie, comme on dit. C'est-à-dire l'activité et les déplacements de leurs portables respectifs. Et là, ils s'aperçoivent que tous les deux ont menti. Quand ils ont été interrogés sur leur emploi du temps le jour de la disparition d'Elisabeth, le père a dit « Eh bien, je suis allé à Toulouse, avec mon fils Adrien, en voiture. » Et Adrien, le fils, a dit « On est allé à Toulouse avec mon père, en voiture. » Pinocchio! Petit 1, quand on regarde leur portable, on s'aperçoit qu'ils s'appellent plusieurs fois. Donc ils ne sont pas ensemble. Petit 2, leur portable les localise bien sur la route de Toulouse, mais pas dans la même voiture, dans deux voitures séparées. Ces deux-là cachent quelque chose. Le lendemain, les gendarmes décident de perquisitionner le studio d'Adrien avec des techniciens en identification criminelle. Ils pulvérisent du Blue Star. C'est un produit formidable. Il fait apparaître des traces de sang, même nettoyées. Et dans la salle de bain,
il y a du sang. Et dans la chambre, derrière un meuble, on a découpé le papier peint. Pourquoi? Pchit, pchit. Il y a du sang là aussi. En vérité, il y en a partout dans la chambre, partout. C'est pas le roi du ménage, Adrien. Le lendemain, les analyses révèlent que c'est le sang d'Elisabeth. Elle a été tuée dans l'appartement de son fils Adrien, 22 ans. Les gendarmes le convoquent le lendemain midi, 30 juin, et ils le placent en garde à vue. Pour être honnête, il n'a pas l'air très surpris. Et en parallèle, le père Mehdi Alem est arrêté lui aussi sur son lieu de vacances et ramené à Rodez. Ils ont tué Elisabeth, tous les deux. Ça paraît clair. Mais qui a fait quoi? Et où est le corps? Adrien est interrogé le premier sur son emploi du temps. Et il joue le désinvolte. Le 12 au soir. Bon, j'étais chez moi. J'ai maté la télé avec un pote. Il s'appelle comment, votre ami? Matteo. Il s'appelle Matteo Polarski. Et vous avez regardé la télévision jusqu'à quelle heure? Vous sauriez nous dire quel programme vous avez suivi? Oh bah je sais plus. On a regardé ce qui passait quoi, et puis peut-être des DVD jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Et donc le lendemain, monsieur, vous vous levez à 7h30 du matin, vous n'avez dormi que quelques heures. Bah voilà, ouais c'est ça. Il répète qu'ensuite il a bien croisé sa mère dans l'escalier de l'immeuble vers 8h30. Mais cette fois il ajoute, on s'est un peu embrouillés tous les deux. Il n'en dit pas plus. Il dit qu'ensuite il est allé promener son chien, qu'il est remonté chez lui déposer le toutou et qu'il est ressorti. Je suis allé boire un café avec mon père au café Le Globe. Plus tard dans l'après-midi, il retrouve à nouveau son père. Il dit qu'il part avec lui à Toulouse et on sait qu'il ment. Monsieur Alem, vous n'êtes pas allé à Toulouse avec votre père. Nous le savons formellement. Alors pourquoi est-ce que vous nous mentez? Hein? S'ensuit un silence, et puis... Oui, c'est vrai. Je suis pas parti avec mon père. J'ai pris la Clio de ma mère, sa voiture de fonction. C'est moi qui l'ai amené et garé à Toulouse. Et qu'est-ce que vous avez fait les clés? Je les ai jetées dans une poubelle. Il a fait un premier pas. Mais pour l'instant, il ne va pas plus loin. Retour en cellule pour laisser le bonhomme gamberger. À minuit, l'interrogatoire reprend. Monsieur Alem, je vous repose la question. Avez-vous participé de quelque manière que ce soit à la disparition de votre mère? Ouais. Mais c'est une participation franchement légère, quoi. Vous pouvez nous dire ce qui est arrivé? Elle est vivante ou décédée? Elle est morte. Mais c'était un accident. Quand je suis remonté de la promenade du chien, j'ai trouvé mon père chez moi. Et ma mère était par terre en sang. Et mon père m'a demandé de l'aider à faire disparaître le corps. Et... bon voilà, je lui ai obéi, quoi. Il dit qu'ils ont roulé le corps dans une bâche plastique, qu'ils l'ont mis dans une voiture de location, un Kangoo, que le père en a pris le volant et qu'Adrien a suivi avec la Clio de la poste pour faire croire à une fugue de sa mère. On de la raconte, la suite du récit. Il est temps d'aller dans le bureau d'à côté voir ce que dit son père, Mehdi Alem, qui ne sait pas que son fils l'accuse. J'ai rien à voir avec la disparition de ma femme, moi. Je vous le jure. Je l'ai vu à 9h, il est parti à 9h15 et après je sais plus rien. Et après je suis parti à Toulouse avec mon fils.
On sait que c'est faux, monsieur Alem. Votre téléphonie prouve que vous n'étiez pas avec votre fils, puisque vous l'appeliez, monsieur Alem. Vous l'avez appelé à plusieurs reprises. Et donc il ne peut plus mentir. Et petit à petit, Mehdi Alem revient sur ses déclarations. Bon. On est allé au studio d'Adrien. Avec Elisabeth. C'était pour faire l'inventaire des biens qu'on avait à se partager. Et puis à un moment, le ton est monté. C'est elle qui a commencé, elle a attrapé une raquette de tennis et m'a frappé à l'épaule. Et moi j'ai attrapé une pelle qu'il y avait là et je l'ai frappée à la tête. Je voulais pas la tuer. Mais Adrien, il a rien à voir avec ça. Il a conduit la voiture de sa mère, mais il savait pas qu'elle était morte et qu'elle était dans mon coffre. Ah bon? C'est pourtant lui, Adrien, qui emmène les gendarmes là où ils ont déposé le corps, à Concotz, dans le Lot, sur un terrain vague au bord de la route. C'est bon, arrêtez-vous. C'est là qu'on l'a brûlé. Ils ont mis le feu au cadavre. Et Adrien dit que c'est lui qui a craqué l'allumette. C'est moi qui ai mis le feu. Et puis ensuite on est parti avec mon père. On a laissé brûler. Et puis je suis revenu le lendemain pour vérifier où ça en était. Il en restait pas mal. Alors j'ai éparpillé les restes. Il en restait pas mal, alors j'ai éparpillé les restes. Il a dit ça sans la moindre émotion. Étrange gamin. Donc, le père a menti. Adrien est plus impliqué qu'il ne le dit. Il a au moins participé de son plein gré à la crémation du corps de sa mère. Mais le père veut toujours tout assumer. C'est moi qui ai aspergé le corps d'essence. C'est moi qui ai mis le feu. Lui, il était déjà retourné à la voiture. Il dit que le lendemain, monsieur, il retourne sur place pour voir si le corps a brûlé. Il dit que c'est vous qui le lui demandez. Oui, c'est vrai. Fin de la garde à vue. Le père et le fils filent en prison. Alors s'agit-il vraiment d'une dispute qui a mal tourné? On en doute beaucoup quand tombent les résultats de l'autopsie. Le corps est très abîmé, mais d'après le légiste, Elisabeth n'est pas morte des suites d'un coup de pelle à la tête. Je suis absolument formel, hein. Elle est morte d'asphyxie, cette dame. On l'a étouffée. Cela dit, elle a aussi été rouée de coups, hein. Mâchoire fracturée et côte cassée. Tout ça ne colle pas du tout avec un coup de pelle. Vous vous souvenez qu'au tout début, quand on a demandé à Adrien son emploi du temps la veille de la disparition de sa mère, il a dit « Le 12 au soir ». Bah, j'étais chez moi, j'ai maté la télé avec un pote. Il s'appelle comment, votre ami? Matteo. Et il s'appelle Matteo Polarski. Naturellement, les gendarmes convoquent ce Matteo pour vérifier si ça colle, un interrogatoire de routine. Et le Matteo en sort une bien bonne. Bah ouais, c'est vrai. J'étais chez lui le soir. Et puis aussi le lendemain, je suis passé chez lui à 10h30. À 10h30, vous dites? Et vous avez remarqué quelque chose chez lui? Ah ben non. Ah bon? Il n'a pas remarqué le cadavre au milieu du studio et le sang partout? Parce qu'à cette heure-là, 10h30, Elisabeth était morte. Alors on regarde les relevés téléphoniques de ce Matteo et on s'aperçoit que le 13 à 12h22, il déclenche le même relais téléphonique que Mehdi Alem, le père, à Cordes-sur-Ciel. Donc ils étaient ensemble. Quand il s'est agi de se débarrasser du corps, ils étaient 3. Et là, il comprend qu'il ne peut plus mentir. Alors il déballe une histoire stupéfiante, qui n'a rien à voir avec le récit des 2 autres. Rien.
Quelques jours avant, on s'est vu au café avec Adrien. Il m'a dit, je voudrais tuer quelqu'un, est-ce que tu peux m'aider? J'ai répondu oui sans hésitation. Et j'ai pas posé plus de questions. Et puis la veille, on a passé la soirée ensemble chez lui. Il m'a dit, c'est pour demain, on va tuer ma mère. Ah, mais ça n'est plus du tout la même histoire. Comment se fait-il, monsieur Polarski, que vous acceptiez de lui fournir de l'aide pour commettre un meurtre? Ça me posait la moindre question, monsieur. C'est comme ça. Chez moi, c'est comme ça. Je suis comme ça. Est-ce que vous avez essayé de dissuader Adrien? Ouais, mais il voulait en faire qu'à sa tête. J'ai compris que c'était pas la peine d'insister. Et le copain Matteo se met à raconter. Le matin du 13 juin, à 7h30, Adrien s'est chargé d'attirer sa mère chez lui. Il a dit qu'il voulait lui faire une surprise. Alors il lui a bandé les yeux. Il dit que le père est planqué dans la salle de bain, qu'il sort avec la fameuse pelle entourée de chiffons, et qu'il donne un premier coup, bim, et qu'ensuite il donne la pelle à son fils, qui se met à frapper à son tour, à frapper, bim, 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 jusqu'à ce qu'elle tombe. La mère qui crie, mais qu'est-ce que tu fais? Et Adrien qui aurait répondu, tu vois, je te frappe. Et comme elle est toujours vivante, il tend la pelle à Matteo, qui la frappe à son tour. Bim, bim. Et Matteo raconte que c'est lui qui l'a achevé en l'étouffant avec un coussin. Je suis resté, je sais pas, 20, 30 minutes, jusqu'à ce que je sois sûr qu'elle soit morte. Je sais que ma copine m'a téléphoné pendant ce temps-là. Je lui ai dit que je la rappellerai plus tard, que j'étais occupé. Pourquoi est-ce qu'on est tenté de croire ce Matteo dans le récit terrifiant qu'il vient de faire devant les gendarmes? Eh bien parce qu'il assume. Parce qu'il assume son propre rôle. Parce qu'il assume que c'est lui qui l'a tué. Et il assume aussi la suite. C'est lui, Matteo Polarski, qui est allé acheter une bâche agricole pour enrouler le corps. Il était avec eux aussi pour la suite. On a mis le corps dans un kangou qu'il avait loué. Et puis je suis monté avec Mehdi. Et Adrien a pris la voiture de sa mère. Et puis on a roulé jusqu'à Cordes-sur-Ciel, je crois. Et là, on n'a pas trouvé d'endroit où mettre le corps. Alors on est revenu à Villefranche. Et puis on a laissé le cadavre dans la voiture toute la journée. Et le soir, on est retourné jusqu'à Concos, vers 11h30. Et Matteo affirme que c'est lui qui a mis le feu. J'ai tout fait instinctivement, quoi. J'ai mis direct le feu. Et puis je suis resté 20-30 minutes. Quand je suis parti, le feu était toujours allumé. Alors on est revenu le lendemain avec Adrien. Tout n'avait pas brûlé. Alors on a éparpillé les restes comme on a pu. Voilà. Et on a vraiment tendance à le croire, ce gamin, ce Matteo. Parce qu'il ne se cache pas derrière son petit doigt. Il assume sa part. Et par ailleurs, ça colle avec les résultats de l'autopsie. Il ne peut pas avoir inventé l'étouffement, ni les coups. Et donc il est mis lui aussi en examen pour assassinat et écroué à son tour. La juge d'instruction, évidemment, fait revenir les deux autres. Ils campent sur leur récit. C'est rien qu'un affabulateur, Matteo. C'est rien qu'un affabulateur. Et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi ce jeune Matteo Polarski a aidé Adrien et son père à tuer Elisabeth. Pourquoi est-ce que vous faites ça, monsieur Polarski? Il faut nous expliquer. Ils m'ont tout simplement demandé de l'aide. C'était un boulot comme un autre. J'ai accepté sans chercher à en savoir plus.
Vous dites un boulot, monsieur. Vous auriez touché de l'argent pour ça? Ah non, pas du tout. Je suis pas comme ça du tout, hein. Alors comment se fait-il qu'il est comme ça, ce jeune Matteo? Du genre à tuer juste pour rendre service. L'instruction va révéler que Matteo est un enfant adopté. Il est né en Colombie, il a grandi dans la rue, il a été cireur de chaussures et il s'est aussi prostitué là-bas, en Colombie. Et puis il a été adopté en France, une adoption difficile. Et d'après le psychiatre, pour survivre, Matteo a développé un instinct inouï de solidarité avec ses amis. À la vie, à la mort. Ça pourrait expliquer qu'il ait fait très exactement ce qu'Adrien lui a demandé. Reste à résoudre la question du mobile. Pourquoi diable Mehdi et son fils Adrien ont-ils tué Elisabeth? Les gendarmes trouvent une réponse dans leurs ordinateurs. Le père et le fils, récemment, avaient monté une arnaque. Une fausse association qui avait édité de faux bulletins de paye pour le père, Mehdi, grâce auquel il avait souscrit des crédits à la consommation pour un total de 38 000 €. Est-ce qu'Elisabeth, qui était banquière, à la poste, n'avait pas découvert la magouille? Est-ce qu'elle aurait menacé de les dénoncer? C'est en tout cas ce que laisse entendre Matteo dans l'une de ses auditions. Le père d'Adrien, il avait peur que sa femme le dénonce au fisc. Et maintenant ce sera aux jurés de la cour d'assises de tenter d'y voir clair sur les responsabilités des uns et des autres. En théorie, ils seront 3 sur le banc de la cour d'assises. Mehdi, Adrien et Matteo. Sauf que l'été qui précède le procès, Mehdi Alem se pend dans sa cellule à la prison de Villeneuve-les-Maglones, près de Montpellier. Il laisse un petit mot. C'est l'âge de partir. Pour la paix de la famille, Adrien sera innocenté. Signé Mehdi Alem. Et donc, quand s'ouvre le procès devant la cour d'assises de Rodez le 25 septembre 2006, ils ne sont plus que 2 dans le box. Matteo et Adrien. Tous les 2 comparaissent pour assassinat. Ils ne se regardent pas. Ils ne se parlent pas. Adrien reste dans le déni jusqu'au bout. Il n'a pas participé au meurtre. Il a simplement aidé à faire disparaître son corps. Et Matteo maintient au contraire qu'Adrien a frappé sa mère à coups de pelle. Mais, je vous l'ai dit depuis le début, le récit de Matteo, parce qu'il assume ses responsabilités, parce qu'il ne se cache pas derrière son petit doigt, est beaucoup plus crédible. L'avocat d'Adrien, Éric Dupond-Moretti, a beau se démener comme un diable, on ne le croit pas. On croit Matteo. Et à la fin, ils sont tous les 2 condamnés à la même peine. 20 ans de réclusion criminelle, chacun. Ils font tous les 2 appel. Mais ça ne change rien. Même verdict devant la cour d'assises de Montpellier. 20 ans chacun. Il se pourvoit en cassation. Et le verdict est cassé. 3e procès en 2010 à Montauban. Verdict confirmé pour Matteo Polarski. Encore 20 ans. Mais changement sensible de peine pour Adrien Alem. Il voit sa peine alourdie. Il en prend pour 30 ans. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.